Alors, on peut noter quand même que la gauche a quasiment tous les pouvoirs aujourd'hui en France, l'Élysée donc, mais aussi le Sénat, la plupart des régions, 21 sur 22, une grande partie des médias, je ne sais pas si on sera d'accord là-dessus, l'école, la magistrature, ce qu'on appelle les people généralement, qui soutiennent quand même majoritairement la À part gauche. Johnny. Ah, voilà, et encore, Christian Clavier, oui. il ne soutient plus. Oui. Et puis les milieux artistiques, en général. Il lui manque plus que l'Assemblée nationale, et ça on le saura dans quelques semaines. Est-ce que vous pensez qu'on est encore en démocratie? Oh, bah oui, parce que toutes ces conquêtes n'ont pas été faites de force. D'abord, la gauche a toujours été culturelle, hein. C'était un peu le deal gaulo-communiste de 1945. À vous les artistes et la morale, et à nous la conduite des affaires. Et alors ce compromis a explosé, mais le monde intellectuel et le monde des arts a toujours été plutôt à gauche. Et c'est vrai que Sarkozy avait réuni autour de lui des gens qui n'étaient pas peut-être parmi les plus représentatifs et les plus talentueux, des artistes, des chanteurs, des comédiens, ou des écrivains ou des intellectuels. Donc solitude de la droite dans le domaine philosophico-culturel et foule à gauche. Mais effectivement, il reste l'Assemblée. Mais on se retrouvera à peu près dans la même situation qu'en 81, où la gauche dominait tout. C'est l'alternance, hein. La droite a dominé quand même massivement pendant 15 ou 16 ans. C'est le tour de la gauche. Dans le jeu électoral, c'est pas grave, parce qu'il y aura un renouvellement. Donc, le problème, c'est de savoir quelle gauche va dominer. En fait, c'est ça le vrai problème. Est-ce que c'est l'ultra-gauche? Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Dès Hollande intronisé le 15 mai, ça va être une guerre impitoyable, non seulement entre les éléphants socialistes qui se haïssent copieusement, mais entre les troupes de Mélenchon et les troupes du PS. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir si Hollande réussira à faire sortir un vrai compromis social-démocrate. C'est-à-dire, au fond, sa présidence, ce sera l'arrivée en France, l'arrivée très tardive de la social-démocratie telle qu'elle s'exerce en Europe du Nord et en Allemagne quand le SPD est au pouvoir, ou si ça va être la tentation gauchiste camouflée sous des paroles apaisantes. Donc voilà, pour moi, c'est ça l'enjeu. Est-ce que Hollande va mettre au pas Mélenchon, les communistes, les trotskistes? Les Verts sont déjà à genoux et sont prêts à vendre leur âme pour un plat de lentilles ministériel. C'est eux qui étaient porteurs d'un projet absolument inouï, nouveau, rénovateur de la politique dans son ensemble. On sont réduits aujourd'hui à courir derrière le nouveau président pour avoir un poste, ce qui est un spectacle digne de la 4ème République et qui n'est pas tout à fait à la taille des enjeux de la planète, puisque c'est ce qu'ils visent, eux, c'est ni plus ni moins que la planète dans son devenir millénaire. Mais bon, donc voilà, c'est ça. Est-ce que Hollande va faire un compromis avec les forces du centre? Parce qu'au fond, il ne faut pas se faire d'illusions. Si la politique qui va suivre sera celle de Sarkozy, simplement enrobée, emballée sous d'autres angles, avec probablement plus de dialogue, moins de division, moins de violence verbale, mais c'est une politique qui on sera obligé de rembourser un certain nombre de dettes tout en essayant de relancer un peu de croissance, mais l'un n'ira pas sans l'autre, et d'ailleurs je pense qu'il le sait. Et alors voilà, c'est savoir quelle gauche va triompher. Est-ce qu'il, lui, sera le continuateur de la deuxième gauche, celle de Rocard, celle de Mendes, celle de Delors, ou est-ce qu'au contraire, il va basculer dans une sorte de yo-yo entre l'ultra-gauche néo-bolchevique et son tempérament naturel qui le pousse au compromis. Alors déjà, le fait qu'on ait arrêté les travaux de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes alors que c'est voté, alors que c'est entériné, et que c'est probablement un aéroport utile, m'inquiète un petit peu. Mais bon, c'est peut-être juste un moyen de permettre aux agriculteurs qui faisaient la grève de la faim d'être mieux dédommagés. Au fond, on peut penser que c'est ça l'enjeu. C'est pas de ne jamais faire cet aéroport, c'est tout simplement de mieux payer les propriétaires qui vont être expropriés par la région. Voilà, donc il faut voir. De la même façon, Fessenheim, Hollande a déjà dit que on le fermerait en 2017. C'était d'ailleurs un projet qui était déjà celui de Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc il va falloir, on va découvrir ça au jour le jour. Alors évidemment, tous les gens
qui ont hurlé à la liberté retrouvée. Je pense à Clémentine Sélarié qui, le soir du 6 mai, j'étais tout à côté d'elle, hurlait je suis libre, en sautant de joie en l'air. Donc, tout ça me paraît relever un peu de l'exubérance irrationnelle, pour citer Greenspan. Même Denis Podalides, que j'aime beaucoup, a dit à la télévision « Enfin, je respire ». Enfin, faut pas déconner quand même. Ils ont tous respiré, même très très bien sous Sarko. Et même, je pense que le sarkozysme leur a permis de prospérer dans la contestation en étant des rebelles de luxe, des rebelles chics, ce qui est aujourd'hui la position favorite d'un certain nombre d'artistes à gauche. Mais bon, voilà, donc je pense que l'enthousiasme est déjà pratiquement parti. D'ailleurs, c'est une bonne chose. Je pense que ça, c'est le meilleur côté de Hollande, c'est qu'il a cherché délibérément à ne susciter aucune passion, aucun entrain, en sachant que s'il allait décevoir ses électeurs, il les décevrait peut-être en bien, pour utiliser une expression suisse, décevoir en bien, c'est-à-dire ce serait plutôt une bonne surprise. Là, c'est très difficile de se prononcer parce que c'est tout neuf. Donc, mais je remarque que le départ de Sarkozy n'est pas, même à droite, n'est pas vécu comme un déchirement. En fait, il part. C'est peut-être ça la preuve d'une démocratie mûre, c'est qu'au fond, les gens passent, s'en vont, et que la vie continue. Ou alors ça peut être la preuve, comme vous le disiez, qu'ils faisaient la même politique, quoi. Oui, voilà, peut-être qu'ils feront la même politique, enrobés de façon différente, mais l'enrobage, c'est important. Et les personnes qui sont au pouvoir ont aussi leur rôle à jouer. Donc c'est peut-être cette partie-là que Hollande va essayer de jouer, au risque évidemment d'avoir des ministres assez ternes. Parce qu'au fond, revendiquer à toute force la normalité, ça devient assez inquiétant au bout d'un certain temps. C'est-à-dire qu'on est tellement normal qu'on en devient exceptionnellement normaux. Et c'est une autre forme d'orgueil, de la même façon que la modestie est probablement la forme supérieure de la vanité. Je ne sais plus qui disait, pour la modestie, je ne crains personne. La normalité revendiquée, c'est peut-être aussi une certaine façon de se poser en archétype de l'exception humaine. Mais enfin bon, encore une fois, on ne peut que conjecturer et pas conclure. Mais en tout cas pour vous, on est en démocratie. Et alors je voulais élargir la question parce que plus largement, les députés, on sait qu'ils sont présélectionnés par les appareils politiques. Ils doivent suivre des consignes de vote. Ils doivent suivre les directives de l'Union européenne, qui s'imposent souvent sur le droit français. Des parts importantes du corps social ne sont pas représentées à l'Assemblée nationale, on l'estime à environ 50%. La liberté d'expression est de plus en plus réduite, les sondages sont de plus en plus nombreux, envahissants, et biaisent les élections. Bon. On voit très souvent les mêmes dans les médias qui tournent, etc., etc. Donc je repose ma question en l'ayant élargi un peu, est-ce qu'on est encore en démocratie ? Oh bah oui, si on prend par rapport à d'autres pays dans le monde, par rapport à la Russie, ou beaucoup de pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine, oui, et nous avons les mots typiques d'une démocratie mûre qui est minée par un certain nombre de processus que vous avez décrits. Si on était aux États-Unis, ce serait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à la fois nous ne cessons d'affirmer la liberté d'expression, mais elle est aujourd'hui minée, ou en tout cas freinée par des dictatures du politiquement correct, alors qu'il peut se comprendre, puisque c'est souvent elle vient souvent de groupes minoritaires qui s'estiment bafoués ou peu représentés, mais c'est vrai que ça fait peser sur chacun une sorte d'autocensure spontanée, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, de peur d'être soit attaqué, soit traîné en procès. En même temps, cette censure oblige l'esprit à s'affiner. Je pense que c'est son beau côté, c'est-à-dire que finalement nous retrouvons des réflexes qui étaient ceux des intellectuels ou des clercs dans l'Ancien Régime. Comme l'Église exerçait sa tutelle toute puissance sur les esprits, pour la contester de l'intérieur, il fallait affiner les moyens d'expression. Et au fond, on pourrait dire que cette censure qui existe, c'est vrai, et cette censure oblige les gens qui veulent la contourner à des développements intellectuels qui sont finalement peut-être plus raffinés
que l'affirmation brute et simple de ses opinions. Enfin, en même temps, bon, c'est une censure formelle. C'est pas, on a quand même le droit d'écrire ce qu'on veut. Et puis c'est un peu une censure bande poisson, c'est-à-dire qu'un jour c'est telle minorité, le lendemain c'est une autre. Il y a ceux qu'on peut attaquer. Il y a une sorte de racisme autorisé dont Sarkozy a fait les frais, puisque lui, on l'a attaqué sur sa taille d'emblée. C'est-à-dire que l'animosité contre sa personne s'est portée contre les petits en général. Alors c'est le mot de Bedos, Napoléon, bon, c'est assez drôle, mais alors tout d'un coup, dans une France qui est confite dans un antiracisme de convenance, sur Sarkozy, on a le droit de tout dire. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de limites, et c'est vrai que les humoristes sont allés assez loin, mais justement, les humoristes, c'est une sorte, c'est peut-être le lieu. Alors là, je ne serais pas en accord avec mon ami Alain Finkielkraut. Le rire, c'est l'un des lieux où le politiquement correct n'existe pratiquement pas. Et que ce soit les Guignols ou d'autres, on y va assez lourdement et sans aucune limite contre tous les tabous de la société. Et donc, en ce sens, peut-être qu'on est dans une société de ricanement, mais c'est aussi chez ces professionnels comment on dit, des zygomatiques qu'on trouve parfois la capacité de se moquer de tout le monde. Parce qu'en fait, c'est ça, la démocratie, c'est aussi l'idée que tous les citoyens sont égaux en droit, mais ils sont tous égaux aussi devant la critique des autres. Or, avec le politiquement correct, il y a certaines catégories qui échappent à la critique, certaines catégories qui sont en quelque sorte hors normes, hors loi, dont on ne peut rien dire sous peine d'être immédiatement désigné à la main-dite comme étant le raciste, le fasciste. Donc c'est vrai que ça oblige non seulement à nuancer ses propos, mais à les formuler de façon plus intelligente pour que cette loi d'égalité s'applique vraiment à tout le monde et pas simplement à la majorité. Donc vous ne diriez pas qu'on est en oligarchie, par exemple? Oui, mais la démocratie, c'est par excellence le règne des oligarchies tournantes. Au fond, ce qui compte, ça n'est pas grave qu'on soit dans une oligarchie. Il y aura toujours des élites pour diriger un pays. L'importance, et ça c'est peut-être le problème de la France, c'est qu'il faut que les oligarchies disparaissent, il faut qu'il y ait une destruction créatrice des oligarchies. Et le système des grandes écoles fait que l'HEC dans le cas de Hollande, l'ENA, propulse au sommet des personnalités qui étaient déjà en quelque sorte, qui appartenaient déjà à l'élite jeune. Et c'est vrai que ce que le processus électoral montre, c'est qu'au fond, il n'y a pas de renouvellement des élites. Contrairement aux États-Unis, où Obama a pu apparaître à un certain moment, il y a une cooptation au sommet. Et en tant que téléspectateurs, nous sommes un peu fatigués de voir toujours les mêmes têtes. C'est vrai qu'il y a peu de jeunes pousses qui explosent, qui apparaissent. Et je pense que ça, c'est le grand défaut du système français. Et de toute façon, pour qu'une jeune pousse apparaisse, il faut déjà qu'il soit passé, ou qu'elle soit passée à travers un filtre. Et vous pouvez dire déjà, dans les révoltes étudiantes, dans les révoltes lycéennes, dans les grèves, vous pouvez déjà désigner l'apparatchik, mâle ou femelle, qui sera un jour propulsé au sommet du PS, du PC, de la CGT. On sent déjà, il y a des graines d'apparatchik chez l'UMP. Ouais. Il y a des graines d'apparatchik chez des jeunes gens qui apparemment sont des rebelles révoltés contre l'ordre social. Et vous sentez déjà, il y a un mot de Joando qui est absolument merveilleux. En mai 68, je crois qu'il rencontre un groupe de contestataires et il refuse de les voir. Il dit, vous finirez tous notaires. Il avait parfaitement raison, puisque toute cette génération a terminé sous les ordres de la République, ou en tout cas a terminé à haute altitude, et qu'elle continue à occuper les postes. Donc la génération 68 a fini notable, mais on sent déjà les notables de 20 ans, hein, avec un peu de barbe, les jeunes filles en fleurs. Non, mais ceux qui laissent un peu pousser leur barbe pour avoir l'air dans une sorte de contestation de la société. Et enfin, je sais pas, peut-être parce que j'ai un certain âge, moi je sens déjà le notable de demain, celui qui prendra l'apparence du futur chef, du futur patron, du futur candidat. Et c'est vrai qu'il manque dans nos vieilles démocraties européennes, alors je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, en Angleterre ou dans les pays scandinaves ou en Allemagne, mais il manque cette capacité d'une personnalité hors du commun
de faire une trajectoire directe de l'anonymat à la célébrité pour, par exemple, se présenter aux présidentielles ou aux législatives. Mais le système partidaire français fait que vous n'êtes rien en dehors d'un parti. Et que donc il faut grimper les échelons petit à petit, monter. Et moi qui ai été prof à Sciences Po pendant 15 ans, beaucoup de mes anciens étudiants sont devenus des gens connus, mais c'est toujours à l'intérieur d'un parti politique, à droite ou à gauche. Donc voilà, nous sommes des démocraties très imparfaites, mais bon, cette imperfection vaut mieux que la façade impeccable d'une bonne vieille dictature comme on en connaît encore pas mal dans le monde.